Lors de notre dîner de 25e anniversaire de mariage, mon mari a dit à tout le monde que j'étais juste la bonne qu'il avait épousée, mais alors sa grand-mère s'est levée et a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Le micro était encore chaud de sa main quand j'ai compris que mon mariage n'avait été qu'une performance depuis le début, et que j'avais été la seule dans le public à ne pas le savoir. Victor se tenait au bout de la table dans son costume Armani anthracite, tenant une flûte de champagne comme un sceptre. 60 personnes disposées sur des nappes de lin blanc, toutes le regardant comme on regarde les hommes qui remplissent une pièce. Le restaurant Soulès, en centre-ville, le genre d'endroit où le menu des eaux prend plus de temps à lire que le menu de la nourriture, scintillait sous la lumière des chandeliers. Des roses blanches partout. 340 roses blanches, en fait. Je connais le nombre parce que je les ai arrangées une par une. À ma femme, dit-il, et sa voix portait la chaleur facile d'un homme qui n'avait jamais eu besoin de conquérir une salle. La preuve que même la bonne peut bien se présenter. Quelques personnes ont ri. J'étais assise dans ma robe de crêpe marine et j'ai senti le sang quitter mon visage. Victor a baissé le micro et m'a fait un clin d'œil. Détends-toi. C'est un compliment. Je n'ai pas dit un mot. Je n'avais rien dit pendant 25 ans. Laissez-moi vous dire qui j'étais avant que Victor Alden ne me trouve. J'avais 22 ans quand j'ai commencé à travailler pour la famille Alden. Fraîchement débarqué d'un Greyhound de Laredo, Texas, avec un certificat en hôtellerie, $200 dans une poche zippée, et le genre d'optimisme désespéré que seules les personnes venant de peu peuvent maintenir. Ma mère avait nettoyé des maisons toute sa vie. Ma tante le faisait encore. Quand l'agence m'a placé chez les Alden, je me suis dit que c'était temporaire, un tremplin, un moyen d'économiser assez pour le diplôme d'associé que j'avais déjà reporté 2 fois. Le domaine des Alden à Westchester était le genre de maison qui vous fait comprendre viscéralement que le monde est divisé entre les gens qui possèdent des choses et les gens qui les entretiennent. 3 étages, 7 chambres, une salle à manger formelle avec une table pour 18 personnes. Je nettoyais tout. Je lavais les draps monogrammés. Je polissais l'argenterie qui était dans la famille depuis 1941. J'ai appris les noms des costumes de Victor. Le Brioni pour les réunions du conseil, le Corneliani pour les événements caritatifs, parce que c'était moi qui les faisais presser. J'étais là depuis 6 mois quand Victor a commencé à trouver des raisons d'être dans la pièce où je me trouvais. Il était charmant. C'est la chose que personne ne vous dit sur les hommes comme Victor. Le charme n'est pas exactement un jeu d'acteur. C'est une compétence. Une compétence hautement développée, constamment pratiquée, qui fonctionne sur tout le monde, pas seulement sur les cibles. Sa mère l'adorait. Ses collègues lui faisaient confiance. Ses amis se présentaient à 23h un mardi s'il appelait. Il avait le genre de visage qui paraissait honnête, et c'est le genre de visage le plus dangereux qui soit. Il m'a invité à dîner en mars. J'ai dit non. Il a redemandé en avril. J'ai de nouveau dit non. En mai, il m'a apporté un roman que j'avais mentionné une fois en passant, 100 ans de solitude, avec une note manuscrite à l'intérieur qui disait, seulement, au cas où vous changeriez d'avis. J'ai changé d'avis. Nous sommes sortis ensemble pendant 14 mois. Sa famille n'était pas ravie. Sa mère, Patricia, l'a bien fait comprendre à chaque dîner du dimanche auquel j'ai assisté. La tension autour de ses yeux quand je parlais, la façon dont elle détournait la conversation de tout ce que j'apportais, l'évitement soigneux de ne jamais me poser de questions sur ma famille ou mes origines. Sa sœur, Claudette, était plus directe. Elle a dit à Victor en privé, dans une conversation qu'il m'a relatée en riant et que j'aurais dû analyser plus attentivement, que je n'étais pas celle qu'ils avaient imaginée. Victor a dit que cela n'avait pas d'importance. Victor a dit qu'il se fichait de ce qu'il pensait. Victor a dit que j'étais la femme la plus intéressante qu'il ait jamais rencontrée et qu'il avait l'intention de m'épouser. Je l'ai cru. Je l'ai cru complètement. Nous nous sommes mariés un samedi d'octobre à la mairie. Puis un petit dîner dans un restaurant du village. Pas de famille Alden. Victor a dit qu'il s'en occuperait éventuellement. Il a dit, laisse faire le temps. Il a dit qu'une fois qu'il me connaîtrait vraiment, tout irait bien. J'ai cru cela aussi. J'ai donné 25 ans. La première année était belle de la manière dont la première année de la plupart des choses est belle parce que vous en apprenez encore la forme. Croyant encore que la forme peut être tout ce que vous en faites. Victor était généreux de son temps, de son attention,
de cette intensité particulière que les hommes charismatiques apportent aux choses qu'ils ont décidé de vouloir. Il m'a emmené dans des endroits où je n'étais jamais allé. Il m'a demandé mon avis sur son travail. Il m'a introduite dans des pièces où je n'étais clairement pas attendu et m'a tenu la main d'une manière qui disait « Elle est avec moi ». Et cela ressemblait, à l'époque, à une sorte de protection. Je pensais que j'avais de la chance. La deuxième année, la forme a commencé à durcir pour devenir quelque chose de moins flexible. De petits moments. La première fois que Victor m'a interrompu lors d'un dîner, pas méchamment, juste efficacement. La façon dont on coupe un grésillement qu'on a cessé d'entendre. Et puis plus tard, il m'a dit que je m'étais un peu éternisé. La première fois qu'il a suggéré que je pourrais vouloir me renseigner sur quelque chose avant de donner mon opinion à ce sujet devant ses collègues. La première fois qu'il a dit, de cette voix légère et patiente, que mes origines familiales rendaient certaines références difficiles à comprendre pour moi. Je me suis dit que c'était une adaptation. Deux personnes de mondes différents apprenant à en partager un seul. Je me suis dit ça pendant longtemps. La famille Alden a fini par accepter, de la manière dont les familles acceptent quand elles réalisent qu'une situation est permanente et que la gêne sociale coûte plus cher que l'acceptation. Patricia est restée froide mais civile. Claudette a appris à rediriger plutôt qu'à exclure. Le frère de Victor, Douglas, a simplement fait comme si les 2 premières années n'avaient pas eu lieu et était amical d'une manière facile à accepter parce que l'alternative était épuisante. La famille allait bien. Le mariage était la chose que j'avais mal interprétée. Le problème avec une lente érosion, c'est qu'on ne la sent pas pendant qu'elle se produit. On la sent rétrospectivement, par éclair, quand quelque chose fit sur la surface et que l'on entrevoit ce qu'il y a en dessous. Les commentaires ont commencé modestement, une blague par-ci, une observation légère par-là. Victor avait le don d'envelopper le mépris dans un déni plausible. N'y pense pas trop, était sa réplique favorite. Sa deuxième favorite, tu es si sensible. La troisième, je plaisantais. Mon Dieu, elle m'a. J'ai appris à interpréter les commentaires comme des faits sur moi-même plutôt que comme des choix qu'il faisait. J'étais trop sensible. Je réfléchissais trop. Je devais m'endurcir. C'était le langage privé de notre mariage, et je l'ai appris couramment. En public, c'était différent. En public, Victor parlait de moi avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Ma femme, prononçait avec une note particulière de satisfaction, comme un collectionneur faisant référence à une pièce que personne ne s'attendait à ce qu'il acquiert. Il me présentait aux événements de son entreprise avec une main sur mon dos, possessive et chaleureuse. Il disait aux gens que j'avais un don pour l'hospitalité, pour l'organisation, pour rendre les espaces beaux. Il ne mentionnait simplement jamais que j'avais initialement acquis ces dons en tant qu'employé. Notre fils, Henri, est né 18 mois après notre mariage. Il a la taille de Victor et mes yeux, et heureusement, l'honnêteté têtue de ma mère. Il a compris son père vers l'âge de 12 ans. Je pouvais le voir arriver, la lente recalibration. Et à 15 ans, il s'était positionné comme un mur silencieux entre la dureté de Victor et moi. Il ne disait jamais rien directement. Henri ne fonctionnait pas comme ça. Il apparaissait simplement, constamment, entre nous. Le dîner d'anniversaire était son idée, en fait. Henri m'a appelé en janvier et a dit « Maman, papa et toi devriez faire quelque chose. 25 ans, c'est important. » Il pensait à quelque chose de petit, je crois. Un voyage, peut-être un dîner privé. Victor en a fait une production. 60 invités. Le restaurant Soulès, qui était réservé 3 mois à l'avance pour le salon privé, un menu élaboré, un quatuor, un photographe. L'assistante de Victor s'est occupée des invitations. Je me suis occupé de tout le reste, y compris, comme toujours, des fleurs. 340 roses blanches. J'avais aussi, discrètement et sans l'annoncer, géré le plan de table. Je dois vous parler d'Eleanor Alden. Elle avait 91 ans et avait observé les gens toute sa vie avec l'attention particulière de quelqu'un qui comprenait que ce que les gens disent et ce que les gens pensent ne sont presque jamais la même chose. Elle était la grand-mère paternelle de Victor, la belle-mère de sa mère, et elle existait dans la famille Alden de la même manière que certains objets existent dans les pièces formelles, présents, anciens, précieux et surtout ignorés. Je l'avais aimée dès le début. Elle était l'une des seules Alden à m'avoir jamais regardé directement dans ses premières années et à m'avoir posé des questions qui supposaient que j'avais une histoire digne d'être connue. Elle voulait connaître Laredo.
Elle voulait connaître ma mère. Elle a posé des questions sur le certificat d'hôtellerie et a écouté la réponse complète. Quand Henri est né, elle l'a tenu pendant 45 minutes et m'a dit tranquillement que j'avais fait du bon travail. Nous avions dîné ensemble le dimanche pendant 25 ans. Elle observait. Elle observait toujours. 3 semaines avant le dîner d'anniversaire, Eleanor m'a appelé. Pas un texto, pas un courriel, un appel téléphonique sur sa ligne fixe à 14 heures. Je veux m'asseoir à côté de toi, dit-elle. Au dîner. J'étais sur le point de finaliser le plan de table. Je l'ai déplacé immédiatement. Elle a dit, merci. Puis elle a dit, apporte de quoi écrire. Tu pourrais vouloir prendre des notes. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. J'allais le découvrir. Le dîner a commencé à 19 heures. À 19h45, j'avais déjà catalogué les petites humiliations de la soirée. Le murmure de Victor avant que nous n'entrions. Ne traîne pas près des serveurs ce soir. Ça rappelle aux gens d'où tu viens. Son commentaire à son frère, Douglas, à propos de ma robe. Pas à moi, à Douglas, par-dessus moi comme si j'étais un meuble qu'ils évaluaient. Elle a insisté pour le bleu marine. Je lui ai dit que l'ivoire était plus approprié. La façon dont il m'avait interrompu 2 fois alors que je parlais au médecin d'Eleanor, qui était assis à proximité, un homme nommé Dr Prachna, qui m'avait interrogé sur les arrangements de Rose et voulait sincèrement connaître la réponse. Victor avait redirigé les 2 fois. Alma est modeste. Elle a eu de l'aide. Je n'avais pas eu d'aide. J'avais passé 11 heures sur 3 week-ends dans l'arrière-salle du fleuriste, mais je n'avais rien dit. C'était le schéma. J'avais perfectionné le sourire patient, le pivot gracieux, la manière d'absorber chaque petite coupure sans la laisser paraître, car la montrer, y réagir, ne faisait qu'empirer les choses. Ne fais pas de scène, était le langage secondaire de notre mariage, et je le parlais aussi couramment que le premier. Puis, Victor a pris le microphone. À ma femme, la preuve que même la bonne peut bien se présenter. Le rire m'a frappé comme de l'eau froide. J'ai regardé autour de la table dans le silence qui a suivi. Sa sœur Claudette fixant son assiette. Son cousin Robert forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Les jointures d'Henri blanches sur sa fourchette. Victor a baissé le micro et m'a fait un clin d'œil. Détends-toi. C'est un compliment. J'ai regardé Eleanor. Elle observait Victor avec une expression que je reconnaissais après des décennies de dîner du dimanche. Calme, immobile, patiente, comme une femme qui avait attendu. Victor a de nouveau levé son verre, enhardi par le rire, par la salle. Par 25 ans de pratique. Non, mais sérieusement, 25 ans. Elle était la bonne. Maintenant, regardez-la. Plus de rire. Dispersé. Gêné sur les bords. Mais présent. Henri a repoussé sa chaise. Papa, arrête. Victor l'a écarté d'un geste de la main comme il écartait toujours les gens quand ils interrompaient une performance. Détends-toi, mon fils. Elle sait que je plaisante. Il a cherché du soutien autour de la table. Quelques parents ont détourné le regard. Son frère, Douglas, a fait semblant d'étudier le menu. Je me suis levé. La pièce est devenue silencieuse comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Je ne ris pas, Victor. Son sourire n'a pas bougé, mais ses yeux si, juste légèrement. Juste une lueur de recalibration. Il ne s'y attendait pas. En 25 ans, je n'avais jamais fait ça en public. Elle m'a, assieds-toi. Tu m'as appelé la bonne devant toute ta famille. Tu étais la bonne. Il a haussé les épaules. Le haussement d'épaules d'un homme qui n'avait jamais envisagé que la vérité puisse être brandie contre lui. C'est juste la vérité. Et tu étais un homme qui en avait besoin d'une. Quelqu'un à la table du fond a fait un bruit, pas un rire. Tout autre chose. Cette expiration brusque de 60 personnes réalisant simultanément qu'elle assistait à quelque chose de réel. Le visage de Victor a changé. La chaleur a disparu. Ce qu'il y avait en dessous était froid et prudent. Ne te ridiculise pas. Tu veux dire comme tu viens de me ridiculiser. Henri était maintenant debout. Maman, allons-y. Personne ne va nulle part, a sèchement répliqué Victor. Il a redressé sa veste,
s'est ressaisi avec l'aisance exercée d'un homme qui avait passé sa vie à être cru. À regarder la pièce comme s'il était encore en train de gagner, comme si c'était encore une performance qu'il contrôlait. C'est alors que la chaise a raclé le sol. Eleanor Alden s'est levée. Elle était mince comme du papier, une main enroulée autour de sa canne en acajou. Ses cheveux blancs coiffés en vagues soignées qu'elle avait portés toute sa vie d'adulte. Mais son dos était droit, 91 ans, et sa colonne vertébrale était droite comme un chambranle de porte. Toute la pièce s'est immobilisée au moment où elle s'est levée. « Je t'ai entendu, Victor. » Sa voix était douce, presque conversationnelle. C'était la partie effrayante. Le peu d'effort qu'il fallait pour remplir la pièce. J'ai entendu chaque mot. « Grand-mère » a commencé Victor. « Tu as invité 60 personnes. » Elle a balayé la pièce du regard, lentement, prenant son temps, établissant un contact visuel. « Tu voulais un public. » Elle a fouillé dans son sac à main. Le dossier était en manille, de format légal et épais. Elle l'a posé sur la table devant elle à deux mains et a étalé sa paume à plat dessus, l'a lissé comme une lettre qu'elle avait gardée. Victor l'a vue avant qu'elle ne l'ait complètement ouvert. Son visage a pris la couleur de la vieille cire. « Ne fais pas ça », a-t-il dit. Un seul mot. Dépouillé de toute performance. Elle l'a ouvert quand même. « Grand-mère, range ça. »« Assieds-toi, Victor. » Il ne s'est pas assis, mais il n'a pas bougé non plus. 60 personnes retenant leur souffle dans un restaurant qui coûtait $280 par tête pour le privilège de ce moment précis. Je ne savais pas ce qu'il y avait dans le dossier. Je veux être clair à ce sujet. Je n'en avais aucune idée. Eleanor m'avait dit d'apporter de quoi écrire. Et j'avais pensé que c'était une façon de parler. Le genre de choses que les vieilles femmes disaient quand elles voulaient dire de faire attention. Je faisais attention. Eleanor a tiré la première page et l'a posée sur la table. C'était un document, photocopié. Les pages légèrement jaunies sur les bords mais lisibles. Je ne pouvais pas le lire de là où j'étais assise. Les mots étaient trop petits, l'angle mauvais, mais je pouvais voir le nom de Victor en haut. Victor Alden et une date. Mars 2003. Je garde ça depuis longtemps, dit doucement Eleanor à la salle autant qu'à lui, en espérant ne jamais en avoir besoin. Quoi que tu penses faire. Je sais exactement ce que je fais. Elle l'a regardé par-dessus ses lunettes. Je sais ce que tu fais depuis 22 ans. Le silence dans cette pièce était la chose la plus bruyante que j'ai jamais entendue. La mâchoire de Victor se serra. Un muscle travaillait dans sa joue. Il calculait. Je pouvais le voir comme j'avais toujours pu le voir. Cette immobilité intérieure particulière qui précédait une stratégie. C'est une affaire de famille, dit-il, la voix baissée, autoritaire, la voix du conseil d'administration. C'est entre moi et ma femme. Tu en as fait une affaire de table. Eleanor n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Maintenant, c'est une affaire de table. Elle m'a alors jeté un coup d'œil, juste une seconde, et j'ai vu quelque chose sur son visage que je n'avais jamais vu en 25 ans de dîner du dimanche et de gentillesse discrète. Et pendant tous ces petits moments, elle m'avait mieux comprise que quiconque dans cette famille ne l'avait jamais fait. Des excuses pour avoir su, pour avoir attendu, pour chaque dîner où elle l'avait regardé me parler de cette façon et était restée silencieuse parce qu'elle avait espéré, comme les vieilles femmes espèrent, qu'il finirait par devenir décent. Ce soir, elle avait fini d'espérer. Elle s'est retournée vers la salle et a commencé à lire. Le document était un contrat de mariage, pas celui que Victor et moi avions signé. Nous n'en avions pas signé, un fait que Victor avait toujours présenté comme une preuve de sa confiance en notre mariage. C'en était un autre, un plus ancien. L'accord que Victor avait rédigé et fait notarier en mars 2003, 2 mois avant que je dise oui pour dîner, 4 mois avant que je dise oui à tout le reste, nommant une femme appelée Sandra Cahill comme la bénéficiaire désignée d'une fiducie établie au nom de Victor. Une fiducie d'une valeur, au moment de la rédaction, de 1,4 million de dollars. Il avait été rédigé par un cabinet appelé Whitmore & Park à responsabilité limitée, avocat, et attesté par 2 signatures que je ne reconnaissais pas. Sandra Cahill. Je n'avais jamais entendu ce nom. Qui est Sandra Cahill, ai-je demandé. La pièce était immobile. Victor ne dit rien. Eleanor dit, la femme à qui il était fiancé.
Le sol a fait quelque chose d'étrange sous mes pieds. Pas littéralement, mais de la manière dont le monde le fait lorsque l'architecture dans laquelle vous avez vécu se révèle être en carton. J'ai attrapé le dossier de ma chaise. Il était fiancé, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Pendant 9 mois, dit Eleanor. Ils ont rompu en janvier 2003. À l'amiable, a-t-il dit à tout le monde. Elle a déménagé à Seattle. Elle a tourné une page. Il m'a dit qu'il avait mis fin à leur relation parce qu'il s'était rendu compte qu'il était amoureux de toi. Elle a levé les yeux. Il lui envoyait encore de l'argent en 2008. Une autre page. Relevé de virement bancaire. Relevé de compte. Partiellement expurgé mais assez lisible. Une série de transferts trimestriels entre 2005 et 2011. Totalisant. Eleanor a lu le chiffre à voix haute sans inflexion, de la manière dont on lit quelque chose que l'on a répété. 340 000 $. Le nombre est resté au milieu de la pièce comme un objet que quelqu'un avait laissé tomber. Henry, toujours debout, m'a regardé. Son visage exprimait quelque chose de compliqué. Papa, sa voix était plate. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien, a dit Victor. De vieux dossiers. C'est complètement hors de contexte. Mon petit-fils, dit Eleanor agréablement, est hors de contexte depuis 22 ans. Elle n'avait pas fini. La 3e page était une lettre manuscrite sur du papier à en-tête de Sandra Cahill. Il y avait une petite fioriture en relief en haut, datée du 14 juin 2009. Je ne la reproduirai pas ici car Eleanor ne l'a pas lue en entier. Elle a lu 2 phrases. Tu m'as dit que tu l'avais épousée pour garder la fiducie intacte jusqu'à ce que nous réglions la logistique. Je ne peux pas continuer comme ça, Victor. Je ne suis pas ton plan de secours. Eleanor a plié la lettre soigneusement le long de son pli d'origine et l'a posée sur les autres documents. Elle a cessé d'accepter les transferts en 2011, a déclaré Eleanor. Je crois qu'elle a finalement épousé quelqu'un d'autre. J'espère qu'elle est heureuse. Victor était devenu complètement immobile. Son sang-froid avait disparu. Pas de manière dramatique, pas de manière théâtrale, mais de la manière dont la couleur s'estompe d'une photographie laissée trop longtemps au soleil. Il était toujours debout. Il n'avait pas bougé. Tu avais un détective privé, a-t-il dit. Sa voix était très basse. J'avais Martin Hawks, a convenu Eleanor. 27 ans en tant que détective privé agréé dans l'État de New York. Je l'ai engagé en 2004 lorsque j'ai commencé à avoir des questions sur la destination de certains fonds de la succession de ton grand-père. Il était très minutieux. Elle a fouillé dans le dossier une fois de plus. Elle en a retiré une carte et l'a glissée sur la table vers moi. Martin Hawks, enquête privée, agréé et cautionné, un numéro de téléphone, une adresse sur la 58e rue. Il est à la retraite maintenant, dit-elle. Mais il a gardé d'excellents dossiers. Il vous parlera directement si vous l'appelez. J'ai pris la carte. Mes mains étaient stables. Je ne sais pas comment. Elles auraient dû trembler. Tout mon corps aurait dû trembler. Grand-mère, dit Victor. Et le mot contenait quelque chose que je n'avais jamais entendu de sa part auparavant. Pas de la colère, pas de la stratégie, quelque chose de plus proche d'un plaidoyer. Tu ne comprends pas ce que tu as fait. Je comprends parfaitement, dit-elle. Tu as utilisé cette femme comme une position d'attente. Tu lui as dit que tu l'aimais parce que tu avais besoin de quelqu'un pour gérer ta maison pendant que tu démêlais une situation financière compliquée avec quelqu'un d'autre. Tu as maintenu cela pendant 6 ans. Et puis tu as passé les 19 années suivantes à lui rappeler devant ta famille et tes collègues et quiconque voulait bien l'entendre, qu'elle avait commencé comme ta bonne parce que c'était le seul pouvoir qu'il te restait, la faire se sentir petite dans des pièces pleines de gens. Elle a fermé le dossier. Tu as choisi la mauvaise table pour ça ce soir. J'ai appelé Martin Hawks le lendemain matin. Il a répondu à la 2e sonnerie. Retraité ou non. Il avait 74 ans, m'a-t-il dit. Il vivait à Eastchester, avait un jardin et une mauvaise hanche et d'excellents dossiers remontant à 40 ans. Il se souvenait clairement de l'affaire Alden. Il a dit qu'il avait espéré que quelqu'un appellerait. Nous nous sommes rencontrés dans un dîner sur Boston Post Road, Martin Hawks et moi, 3 jours après le dîner d'anniversaire. Il a apporté 2 classeurs accordéons et un bloc-notes avec des notes manuscrites qu'il avait prises la veille, anticipant mes questions.
C'était un homme compact avec une coupe en brosse grise et la manière délibérée de quelqu'un qui avait passé des décennies à organiser le chaos en fait lisible. Et il a tout étalé sur une table en stratifie autour d'un café décaféiné. Il a fallu 4 heures pour comprendre l'ensemble du tableau. Victor avait rencontré Sandra Cahill en 1999. Ils étaient ensemble depuis 4 ans, sérieux, engagés, à long terme. Les fiançailles en 2002 étaient authentiques. La fiducie était authentique. Le plan, tel que Martin l'a compris à partir des dossiers financiers et de la correspondance qu'il avait obtenue par des voies légales, était que Victor officialise l'héritage de la succession avant le mariage, protégeant certains actifs de l'ingérence de sa mère, Patricia. Le défunt mari d'Eleanor, le grand-père de Victor, avait structuré la succession de manière à donner à Eleanor elle-même un contrôle discrétionnaire important. Et Eleanor avait clairement fait savoir qu'elle n'approuverait pas les transferts à Sandra Cahill, en qui elle n'avait pas confiance. Victor avait besoin de quelqu'un d'autre dans le tableau, quelqu'un que Patricia et Eleanor accepteraient au moins provisoirement pendant que la logistique de la succession se mettait en place. Quelqu'un sans ressources indépendantes, sans réseau familial qui scruterait l'arrangement, sans levier. Quelqu'un qui pourrait être expliqué comme une romance impulsive, ce que, aux yeux de la famille Alden, j'étais commodément. Quelqu'un de temporaire. Il avait besoin de l'apparence d'une relation différente, dit Martin, sans méchanceté. Une histoire de bonne devenue épouse passe pour une passion surmontant les classes. C'est sympathique. Cela adoucit l'objection de la famille aux arrangements financiers qu'il devait faire. Je suis resté avec ça un moment. Il a utilisé l'histoire sur nous pour gérer leur perception de l'argent. C'est ma lecture. Oui. Martin a posé une photographie sur la table. Moi à 22 ans, sortant du domaine Alden avec un nettoyage à sec sur un bras. L'horodatage sur la photo était mai 2003. Il vous faisait surveiller avant de vous inviter à dîner, a dit Martin. Il en savait beaucoup sur votre situation financière avant la première conversation. J'ai regardé la photographie pendant longtemps. Le nettoyage à sec que je portais. Je me suis souvenu de cet après-midi. Il avait fait chaud. J'avais réfléchi à savoir si je pouvais me permettre les frais d'inscription au Community College si je prenais un service supplémentaire le week-end. Combien de temps avait-il l'intention que ça dure, ai-je demandé. Martin est resté silencieux un moment. Je ne pense pas qu'il avait l'intention que ça devienne permanent. Je pense que c'est devenu plus facile que de le dissoudre. Vous étiez doué pour gérer sa maison. Vous lui avez donné un fils. La situation familiale s'est stabilisée. Sandra est passée à autre chose. Il a fait une pause. Je pense qu'au moment où Henri est né, il était dans une situation de sa propre création qu'il était plus facile de maintenir que d'expliquer. Et Sandra, elle y a mis fin comme l'a dit Eleanor. Les transferts ont cessé en 2011. Elle lui a écrit une lettre. J'en ai une copie. Il l'a glissée sur la table. Je l'ai lue en entier cette fois. Je ne suis pas ton plan de secours. Je ne suis pas ta patience. Je ne suis pas ton un jour. Tu as pris une décision en 2003 et tu m'as payé pour ne pas la rendre réelle. J'ai fini d'accepter le paiement. J'ai fini. Elle a signé avec juste son prénom. Je l'ai pliée et l'ai mise dans mon sac. J'ai engagé une avocate 11 jours après le dîner d'anniversaire. Son nom était Catherine Beaumont, juriste doctor, avec 20 ans en droit matrimonial, associée chez Beaumont et Soli. Oui, le même nom que le restaurant, ce que j'ai remarqué et n'ai pas trouvé drôle. Elle avait les cheveux gris coupés courts, des lunettes de lecture qu'elle portait au bout de son nez, et l'habitude de taper son stylo contre son bloc-notes quand elle réfléchissait à quelque chose. Elle l'a beaucoup tapé lors de notre première rencontre. Les virements bancaires sont l'élément le plus significatif, a-t-elle dit. S'il dirigeait des actifs matrimoniaux vers un tiers pendant 6 ans sans votre connaissance ou votre consentement, c'est une dissipation des actifs matrimoniaux. C'est attaquable. Est-ce criminel? Elle a incliné la tête. Potentiellement, selon la manière dont les transferts ont été classés. S'il les a déclarés comme des dépenses professionnelles, nous avons un problème de fraude. J'aurais besoin d'un comptable judiciaire. Elle a engagé Daniel March, comptable public agréé, examinateur de fraude certifié, 19 ans spécialisé dans la dissipation d'actifs matrimoniaux, dans la semaine. C'était un homme méthodique qui communiquait exclusivement par courriel formel et parlait en probabilité quantifiée. Son évaluation initiale, livrée dans un document de 9 pages,
estimait que l'ensemble des transferts non divulgués et des dépenses mal classées au cours de notre mariage pourraient représenter entre 800 000 $ et 1,2 million de dollars d'actifs dont j'avais légalement le droit de connaître l'existence. J'ai lu ce chiffre assise à ma table de cuisine à 7 heures du matin. La maison silencieuse autour de moi. Victor avait déménagé dans un hôtel 4 jours après le dîner. Henri le lui avait dit, de la manière particulière qu'avait Henri de faire en sorte que les choses se produisent en refusant de prétendre qu'elles ne se produisaient pas. Je me suis assise à table et j'ai bu mon café. 800 000 $ à 1,2 million de dollars. C'était le prix qu'il avait attribué pour me faire sentir petite. La procédure de divorce a commencé officiellement en février. Je ne détaillerai pas chaque requête et contre-requête, chaque déposition et demande de communication de pièces, car ce n'est pas un mémoire juridique. C'est une histoire sur ce que j'ai appris. Mais je vous raconterai les moments significatifs. L'avocat de Victor, un homme nommé Gérald Finch, associé dans l'un de ses cabinets dont le nom est une chaîne de noms de famille anglo-saxons, a déposé une réponse initiale qualifiant les documents d'Eleanor de potentiellement frauduleux et les dossiers de Martin Hawks comme ayant été obtenus par des méthodes qui pourraient avoir compromis leur admissibilité légale. Catherine Beaumont a répondu avec 19 pages. Les documents étaient des originaux certifiés ou des copies notariées. Martin Hawks avait opéré légalement tout au long. Les relevés de virements bancaires étaient corroborés par des relevés bancaires obtenus par le biais de la communication formelle de pièces. La lettre de Sandra Cahill a été authentifiée par une analyse graphologique menée par le docteur Renata Flor, une experte en documents judiciaires du Federal Bureau of Investigation pendant 16 ans avant d'entrer dans la pratique privée. Gérald Finch est resté silencieux pendant 3 semaines. Puis l'équipe de Victor a fait une offre. Je ne vous donnerai pas le chiffre. Je vous dirai que c'était significativement plus que ce que j'aurais reçu dans une procédure de divorce sans faute standard. Elle comprenait la maison, notre maison à Greenwich, où Henri avait grandi, où j'avais planté un potager, où Eleanor avait passé les 6 derniers Noëls. Elle comprenait un règlement forfaitaire qui, entre la négociation de Catherine et l'évaluation judiciaire de Daniel, tenait compte de la totalité de la dissipation estimée. Elle comprenait, à ma demande expresse, une reconnaissance écrite formelle, une page, la signature de Victor et le sceau de notaire de Gérald Finch. 3 phrases. Victor Alden reconnaît qu'Alma Alden n'était pas au courant des transferts financiers effectués à Sandra Cahill entre 2005 et 2011. Victor Alden reconnaît que ces transferts ont été effectués sans la connaissance ou le consentement d'Alma Alden. Victor Alden reconnaît que les contributions d'Alma Alden au foyer Alden de 2003 à 2028 ont été substantielles et matérielles. Catherine avait essayé d'adoucir le langage de cette dernière phrase. Je lui ai dit que je la voulais exactement telle qu'elle. J'ai signé les documents de règlement un mardi d'avril. Catherine m'a serré la main. Daniel Marsh a envoyé un courriel formel de félicitations, quantifié. Martin Hawks a appelé pour dire qu'il avait vu le résultat dans les nouvelles, un petit article dans une publication juridique, rien de dramatique, et qu'il était content. Je l'ai remercié. Je lui ai posé une question que j'avais gardée. Eleanor, savait-elle avant le dîner? A-t-elle tout planifié? Martin est resté silencieux un moment. Madame Alden m'a appelé en octobre, a-t-il dit. Elle m'a demandé d'organiser les documents dans un format présentable. Elle a dit qu'elle avait le sentiment qu'une soirée particulière serait le bon moment. Une pause. Elle a dit qu'elle observait Victor depuis 22 ans, et qu'elle savait exactement quel genre de soirée le rendrait négligent. Un toast devant 60 personnes. Un homme se produisant devant un public, oubliant qu'il avait placé sa grand-mère juste à côté de sa femme. Elle attendait exactement cette soirée-là. Henri est venu dîner le dimanche suivant. Il a apporté des fleurs, pas des roses blanches. Des marguerites, des jaunes de la bodega du coin, et une bouteille de vin, et le regard particulier qu'il arborait depuis le dîner d'anniversaire. Le regard d'un homme qui retraitait quelque chose qu'il soupçonnait depuis des années et dont il avait enfin la forme complète. Nous avons mangé des pâtes dans la cuisine, et je lui ai dit autant que je pensais qu'il avait besoin de savoir. À la fin, il a dit, grand-mère Eleanor savait depuis 22 ans. Elle soupçonnait. Martin a confirmé des choses qu'elle sentait déjà vraies. Pourquoi n'a-t-elle rien dit plus tôt? J'ai pensé au visage d'Eleanor de l'autre côté de la table. Ses excuses. Je pense qu'elle espérait se tromper, ai-je dit. Et puis je pense qu'elle espérait qu'il mûrirait. Et puis à un moment donné, elle n'a plus eu le temps de continuer à espérer.
Henri est resté silencieux un moment. Est-ce que tu vas bien? J'ai considéré la question. Vraiment considéré, comme je ne m'étais pas permis de le faire depuis longtemps. J'y travaille, ai-je dit. C'est la réponse honnête, a-t-il hoché la tête. Juste. Nous sommes restés à table un peu plus longtemps, sans parler. Les marguerites jaunes entre nous dans un verre d'eau. J'ai rendu visite à Eleanor en mai. Elle était dans la même maison où elle vivait depuis 60 ans, une maison coloniale de style fédéral à Bedford qui sentait le cèdre, l'Earl Grey et faiblement les vieilles roses. Elle avait grandi avec des roses. Je le savais depuis notre tout premier Noël ensemble, quand elle avait montré une photographie sur la cheminée, sa propre mère dans un jardin quelque part dans le nord de l'État de New York dans les années 1940, et m'avait dit le nom de chaque variété sur la photo. Elle me testait, je pense, pour voir si j'écoutais. J'écoutais toujours. Elle était dans le jardin quand je suis arrivé, se déplaçant lentement entre les parterres avec sa canne, évaluant la croissance du début de saison avec l'autorité de quelqu'un qui cultive des plantes depuis plus longtemps que la plupart des gens n'ont vécu. Je me suis assise sur le banc de pierre près du portail et j'ai attendu. Quand elle m'a rejointe, elle s'est assise sur le banc à côté de moi avec la délibération soignée de quelqu'un qui a appris à faire en sorte que chaque mouvement compte. Elle ne s'est pas pressée. Elle ne l'avait jamais fait. Je te dois des excuses, dit-elle avant que je puisse dire quoi que ce soit. Non, pas du tout. Si. Elle a joint ses mains sur ses genoux. Les mains de quelqu'un qui avait arrangé des choses, pris des décisions, tenu des petits-enfants, écrit des lettres dans le noir. Elles étaient toujours stables. Je savais que quelque chose n'allait pas dès 2004. Je savais que quelque chose n'allait pas à chaque dîner de Noël, à chaque Pâques, chaque dimanche. J'ai regardé cet homme te parler d'une manière que je n'aurais pas dû permettre en ma présence. Ce n'était pas à vous de l'arrêter. Non, a-t-elle convenu. Mais j'aurais pu dire quelque chose plus tôt. J'ai choisi d'attendre d'avoir suffisamment de documentation pour que cela compte. Une pause qui contenait 22 ans de dîner du dimanche. C'était une décision pratique. C'était aussi une décision lâche. Vous aviez des raisons. J'avais des excuses. Il y a une différence. À mon âge, on apprend à les distinguer. J'ai regardé le jardin. Il poussait magnifiquement. Les premiers iris, violets et crème. Les clématites grimpantes le long du mur du fond qui commençait juste à s'ouvrir. Une rangée nette de pivoines en bourgeons précoces. Elle les a plantés avec un tel soin que même maintenant, avant la pleine floraison, on pouvait voir l'intention dans chaque parterre, la patience qu'il contenait. La façon dont elle avait fait de la place pour les choses qui avaient besoin de temps pour devenir elles-mêmes. Vous m'avez donné 22 ans de dîner du dimanche, ai-je dit. Vous m'avez interrogé sur l'arrêt d'eau. Vous m'avez interrogé sur ma mère. Vous avez posé des questions sur le certificat et vous avez écouté toute la réponse. Vous avez tenu mon fils pendant 45 minutes quand il est né et m'avez dit que j'avais fait du bon travail au point. J'ai fait une pause. Vous m'avez fait sentir, à une table pleine de gens qui prétendaient que je n'étais pas tout à fait réel, comme si j'étais complètement réel. Elle est restée silencieuse un moment. Il t'a toujours sous-estimé, dit-elle. Depuis le tout début. Je sais. Jamais moi. Je le sais aussi. Elle s'est tournée pour me regarder et il y avait quelque chose sur son visage. 91 ans à faire attention. 91 ans à comprendre ce qu'il en coûte aux gens d'attendre. Et elle a dit, je suis désolé que ça m'ait pris si longtemps. Vous vous êtes levé quand ça comptait, ai-je dit. C'est ce dont je me souviendrai. Nous sommes restés assises dans le jardin longtemps après ça, sans beaucoup parler. Le genre de silence qui est confortable comme les courtes pointes sont confortables. La façon dont certaines pièces sont confortables une fois que vous y avez enfin trouvé votre chemin. Le genre de silence que j'avais cherché toute ma vie sans savoir que c'était ce que je cherchais. Les pivoines, les clématites, le bruit des oiseaux dans la haie, et faiblement la tondeuse d'un voisin de propriété plus loin. À un moment donné, Eleanor a dit, « Que vas-tu faire maintenant ?» J'y pensais depuis janvier. Au certificat d'hôtellerie que j'avais obtenu à 22 ans, à toutes ces heures dans l'arrière-salle du fleuriste, à la façon dont certaines compétences s'accumulent silencieusement pendant des décennies jusqu'à ce que soudain, vous les regardiez et réalisiez qu'elles sont devenues quelque chose de réel, une fondation que vous avez construite sans plan dans les marges de la vie de quelqu'un d'autre. Je vais ouvrir quelque chose, ai-je dit.
Quelque chose de petit pour commencer. Conception d'événements, des fleurs, principalement. Elle s'est tournée pour me regarder et le plus petit sourire possible est apparu au coin de sa bouche. Tu es doué pour ça. Je sais, ai-je dit. C'était la première fois que je disais ces 3 mots sur moi-même et que je le pensais complètement. Pas comme une performance, pas comme une réassurance pour quelqu'un d'autre dans la pièce, juste comme un fait. Assise au soleil dans le jardin d'une vieille femme, entourée de choses qui avaient pris leur temps pour fleurir. Éléanore a hoché la tête une fois, satisfaite, et est retournée regarder ses pivoines. C'était tout ce dont nous avions besoin, l'une comme l'autre. L'entreprise a ouvert en septembre. Je l'ai appelée Elma, juste le nom. Dans la vitrine, des roses blanches. Le premier événement que nous avons organisé était une fête pour un 50e anniversaire de mariage à Westchester. 50 invités, un domaine historique restauré, 360 roses blanches. Le couple s'était marié jeune et avait construit sa vie ensemble avec le genre de respect mutuel qui, de l'extérieur, semble tout à fait ordinaire et est en fait la chose la plus rare au monde. J'ai arrangé les fleurs moi-même. À la fin de la soirée, l'épouse m'a trouvé à l'arrière, en train de vérifier la liste de démontage, et elle a dit, tout était parfait. Comment saviez-vous ce dont nous avions besoin? J'ai regardé la pièce. La lumière des bougies, les fleurs, la table dressée avec l'attention soignée de quelqu'un qui comprenait que le bon arrangement des choses pouvait contenir l'espace d'une vie entière vécue ensemble. Je fais attention depuis longtemps, ai-je dit. Elle a souri et est retournée vers son mari. J'ai terminé mes notes. Quelque part en ville, Victor dînait seul dans sa chambre d'hôtel ou dans un restaurant avec quelqu'un de nouveau ou dans n'importe quel arrangement qu'il avait construit pour remplacer celui qu'il avait passé 25 ans à prendre pour acquis. Je n'y pensais plus beaucoup. J'avais des fleurs à arranger.